Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de la Reco. Aujourd'hui, on va clôturer ce printemps de classiques par la preview de la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce monument, donc on est tout de suite parti dans la présentation. Liège-Bastogne-Liège vient clôturer 2 semaines de classiques ardennaises particulièrement ouvertes et indécises cette année. Les absences de Tadej Pogacar et Remco Evenepoel au départ de la Flèche Brabançonne, l'Amstel Gold Race ou encore la Flèche Wallonne ont permis aux outsiders de se montrer et se mettre en confiance à quelques jours seulement de la classique la plus convoitée de ce bloc, Liège-Bastogne-Liège. Ce dimanche, la 110e édition de la doyenne s'élancera de Liège pour un traditionnel aller-retour en direction de Bastogne au sud sur 254 km et plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Son surnom de la doyenne lui est octroyé en raison de son côté historique, la première édition datant de 1892. Les difficultés de Liège-Bastogne-Liège sont concentrées dans les 100 derniers kilomètres. Elles s'enchaînent rapidement et ne permettent pas vraiment de temps mort. Le premier triptyque est le suivant: Côte de Wanne, Côte de Stokke et Côte de la Haute-Levée. Ces 3 premières ascensions mettent directement les coureurs dans le ton. En 10 km seulement, ces 3 côtes permettent un premier écrémage dans le peloton. C'est aussi ici que les premières attaques des outsiders peuvent avoir lieu. L'an dernier, Jan Tratnik avait attaqué dans la Côte de Wanne à 85 km de l'arrivée. S'ensuit la plus longue ascension du parcours, le col du Rosier. Ses 5,7% de déclinaison moyenne n'en fait pas un obstacle insurmontable mais contribue à user les organismes. Situé à 60 km de l'arrivée, les attaques y sont probables comme cela avait pu être le cas en 2021 par exemple. Une fois le sommet franchi, une descente rapide et piégeuse conduit les coureurs à Spa pour le départ de la montée suivante, la côte de Dénier, 1,6 km à 7,4%. Le placement est ici très important car il s'agit de l'ultime difficulté avant la côte de la Redoute. Et justement, la Redoute a été ces 2 dernières années le point névralgique de Liège-Bastogne-Liège. C'est cette difficulté, longue d'1,6 km à 8,7%, qui a été choisie par Remco Evenepoel pour dynamiter la course. Ses pentes raides ainsi que son positionnement à un peu plus de 30 km de l'arrivée en font un point clé du final de la doyenne. De plus, depuis l'an dernier, les coureurs prennent à droite au sommet de la Redoute et plongent dans une descente rapide et potentiellement technique en direction d'un nouveau lieu important du parcours, la côte de Cornemont. Cette difficulté intervient seulement 2 km après le sommet de la Redoute, et bien que son pourcentage moyen ne soit pas très élevé, la répétition des efforts peut être fatale aux coureurs en bout de course. Une fois la côte des Forges franchie à 23 km de l'arrivée, les coureurs se présentent rapidement au pied de l'ultime difficulté du parcours, la côte de la Roche au Faucon. Elle se déroule en 2 parties, une première rampe très raide qui permet régulièrement aux coureurs les plus frais de faire une différence, suivie d'un léger replat et d'une seconde partie montante, autour des 5% de déclinaison moyenne. Une fois le sommet franchi, il reste une dizaine de kilomètres pour rejoindre les bords de la Meuse et les quais des Ardennes, où est tracée depuis 2020 la ligne d'arrivée. Le parcours a été modifié depuis 2019 afin de rendre le final de Liège-Bastogne-Liège plus dynamique et favoriser les mouvements de course plus lointains. Avant ça, la doyenne s'achevait au sommet de la côte de Hans, comme on avait pu le voir dans la vidéo classique sur l'édition 1999 et la victoire de Frank Vandenbroek. Je vous mets le lien en fiche si vous ne l'avez pas encore vu. On est maintenant parti dans l'analyse. Au départ de Liège l'an dernier, 2 noms sortent du lot, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Seulement, après une centaine de kilomètres, le Slovène va chuter à cause d'un nid de poule dans une partie rapide. Remco Evenepoel est par conséquent devenu l'ultra favori. Son équipe, la Soudal Quickstep, va prendre en main la course dès les premières difficultés. Chacun leur tour, Louis Vervaeke, Julien Alaphilippe ou encore Ilan Van Wilder vont imprimer un tempo élevé, durcissant par conséquent la course. Ce rythme va également réduire les possibilités d'attaque pour les outsiders. Jan Tratnik a été le seul coureur à tenter sa chance à 85 km de l'arrivée, comme j'ai déjà pu le dire dans la présentation. Une fois revenu sur l'échappée matinale, il va distancer ses compagnons de fuite pour finalement se retrouver seul en tête au sommet de la côte de Dénier. C'est dans cette même ascension que la guerre de placement va s'accentuer. Une soixantaine de coureurs se présentent alors au pied de la côte de la Redoute. En 2022, Remco Evenepoel avait fait la différence dans cette difficulté, mais sur le sommet. Une portion qui n'était pas présente l'an dernier. Ilan Van Wilder va poursuivre son relais jusqu'à la partie finale de la côte de la Redoute et parfaitement lancer Remco Evenepoel dans les dernières centaines de mètres de l'ascension. Le champion du monde va rapidement prendre quelques mètres d'avance et seul Tom Pidcock va réussir à faire le jump dans la partie descendante qui suit. Seulement, l'effort soutenu de Remco va faire craquer Pidcock dans la côte de Cornemont. S'ensuit alors une démonstration du champion du monde comme il avait pu le faire en 2022. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est ce qui s'est passé derrière. Après la Redoute, il est difficile pour une équipe de s'organiser jusqu'au pied de la Roche au Faucon. C'est pourquoi on assiste à plusieurs offensives, notamment dans la côte des Forges. Le groupe va malgré tout se reformer et les meilleurs éléments vont faire la différence dans l'ultime difficulté. On peut voir qu'après le sommet de la Roche au Faucon franchi, il est difficile de revenir sur les hommes de tête. C'est vrai pour Remco Evenepoel, mais également pour le trio en contre qui s'est joué les 2 autres
4 places sur le podium. Le premier enseignement à tirer pour la course de ce dimanche concerne les points stratégiques du final. En effet, avec un vent de face sur le retour de Bastogne et en direction de Liège, les conditions météorologiques ne devraient pas favoriser les offensives lointaines. Des averses pourraient même intervenir sur le parcours, dans une moindre mesure que lors de la Flèche Wallonne ce mercredi disputée dans des conditions dantesques. Ainsi, la côte de la Redoute pourrait une nouvelle fois être le point névralgique de Liège-Bastogne-Liège. Comme dans la majorité des grandes classiques depuis le début de saison, un nom sort du lot et paraît intouchable à quelques jours du départ. C'est particulièrement vrai pour Pogačar. Le Slovène a outrageusement dominé les Strade Bianche et le Tour de Catalogne qu'il a remporté avec 4 succès d'étape au passage. Cette année, il a réduit son nombre de jours de course et Liège-Bastogne-Liège constitue son ultime point de passage avant de prendre le départ de son premier Tour d'Italie au mois de mai. Il s'alignera ce dimanche au départ avec la même préparation que Remco Evenepoel l'an dernier, qui avait parfaitement répondu présent malgré qu'il s'agissait de sa première course à son retour de stage en altitude. Enfin, concernant Tadej Pogačar, Liège-Bastogne-Liège est une course qu'il a déjà remportée en 2021, sa première victoire sur un monument, mais également une course qu'il n'a pas pu terminer l'an dernier à cause d'une chute. Il aura ainsi à cœur de lever les bras à Liège, pourquoi pas en solitaire pour affirmer encore un peu plus sa domination. L'autre nom qui attire l'attention à 3 jours du départ, c'est celui de Mathieu Van Der Poel. Pour lui, il s'agira de la dernière course de son printemps, une campagne de classique qu'il aura survolée, remportant le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en l'espace d'une semaine. Le champion du monde semble au sommet de sa carrière, mais se frotte ce dimanche à une course qui correspond un peu moins à ses capacités. Il a signé un top 10 lors de sa première participation en 2020, sans pour autant pouvoir accrocher le premier groupe pour se jouer la victoire. Depuis, les choses ont changé et Mathieu Van Der Poel est devenu un chasseur de classiques redoutable. Seulement, est-il en mesure de suivre Pogačar sur les différentes ascensions de Liège-Bastogne-Liège? Difficile à dire. Il a semblé se désintéresser de la course dimanche dernier sur l'Amstel et depuis, il est retourné se préparer en Espagne pour aborder au mieux son ultime objectif du printemps. Une chose est sûre, s'il est au départ dimanche de Liège, c'est qu'il estime avoir une chance de battre Pogačar. Une particularité des Ardennaises par rapport aux Flandriennes concerne le nombre de coureurs qui peuvent prétendre intégrer le top 10 et pourquoi pas selon le scénario de course jouer la victoire à Liège ce dimanche. Voici le tableau avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs coureurs qu'on a pu voir à leur avantage ces dernières semaines. J'ai envie de commencer par les coureurs français. Chez Groupama FDJ, on note la présence au départ de Valentin Madouas, 5ème l'an dernier. Le champion de France a obtenu des résultats corrects ces dernières semaines sans pour autant réussir à jouer la victoire sur l'une d'entre elles. Il est une valeur sûre quand on parle de courses exigeantes et longues comme Liège-Bastogne-Liège, mais difficile de l'imaginer vainqueur. Derrière lui, on retrouve David Gaudu qui a renoué avec la victoire le week-end dernier et Romain Grégoire qui prendra le départ de son premier Liège-Bastogne-Liège. Il s'agit peut-être là de la meilleure chance de la Groupama FDJ au vu de ses récents résultats, 12ème de l'Amstel et 7ème de la Flèche Wallonne. Difficile d'attendre un résultat le concernant, mais s'il continue sur sa bonne dynamique, il pourrait intégrer un top 10 extrêmement prometteur pour la suite. Concernant les Français, j'ai également envie de parler de Benoît Cosnefroy et Kevin Vauquelin. Pour le coureur de la formation Décathlon AG2R, il s'agit peut-être d'une épreuve trop difficile pour lui. Il n'a jamais réussi à faire mieux que 18ème sur Liège-Bastogne-Liège. Seulement, son excellente forme récente pourrait lui permettre de lutter pour un top 10. Kevin Vauquelin, lui, a une dynamique similaire à Romain Grégoire. Lui aussi prendra part à son premier Liège-Bastogne-Liège mais apparaît déjà parmi les outsiders. Sa magnifique deuxième place au sommet du mur de Huy hier, dans des conditions dantesques, confirme sa forme, lui qui était dans le bon groupe de l'Amstel Gold Race avant de subir une fringale dans le final. Hâte de voir ce qu'il pourra faire ce dimanche. Voilà pour les Français. Les plus sérieux candidats au podium selon moi sont Tom Pidcock, Matthias Kelmose et Maxime Van Gils. 3 coureurs que l'on a pu voir à l'avant de l'Amstel Gold Race dimanche dernier, mais également 3 coureurs qui étaient au départ de la Flèche Wallonne ce mercredi avec des fortunes diverses. Maxime Van Gils est celui qui s'en est le mieux sorti, signant au passage son 2e podium sur une classique World Tour cette année, après sa 3e place sur les Strade Bianche. Il est pour moi le coureur à suivre derrière les 2 favoris dont j'ai pu parler précédemment. Enfin, je voulais citer les noms de Tish Benoot, Dylan Tuns et Santiago Buitrago qui seront des coureurs à suivre ce dimanche. Nouveau changement concernant mon pronostic. Je vais fonctionner sur le même modèle que mes confrères du Petit Plateau, que je vous conseille d'écouter et de suivre si ce n'est pas déjà le cas. Ils présentent leurs pronostics sur le format d'étoiles avec seulement 6 coureurs afin d'ajouter de l'enjeu. Voici alors mes étoiles pour cette 110e édition de Liège-Bastogne-Liège. Tadej Pogačar est évidemment mon favori, comment faire autrement? Il est intraitable depuis le début de saison et retrouvera un parcours qui lui convient à merveille. Derrière, je vois Maxime Van Gils et Tom Pidcock capables de se disputer les places sur le podium dans un scénario de course similaire à celui de l'an dernier. Enfin, Mathieu Van Der Poel, Matthias Kelmose et Tish Benoot sont mes 3 outsiders. Voilà, ce 7ème épisode de la Reco touche à sa fin. J'espère une nouvelle fois qu'il vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour que vous me donniez vos étoiles pour cette édition de Liège-Bastogne-Liège. A bientôt!